Donc, je disais, c'est pas, excusez, oh, il est allé où? Ah, ici. Donc, on va refaire ça, on va repartir dans le marché du LMC. Ah, dommage quand même parce que tous les traits qu'on a tracés là, euh, Elbeng ne sauvegarde pas. C'est parti. Oh là là, dommage. Mais bon, ça va aider quand même certaines personnes, puisque là, on va faire la répétition. On ne peut pas prendre position sans avoir tracé ces traits-là. Ça sera un peu comme prendre position dans l'air et c'est risqué. Donc, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Vous savez le principe. Prendre l'outil et puis détecter les creux et les sommets. Donc, on va essayer de tracer ça un peu plus rapidement. Voilà. Un truc du genre plus ou moins. OK, on était en 4 heures. On était avec, dommage, on va prendre ça ici. OK, prenons-le comme ça. Donc, je disais, ce ne sont pas les acheteurs qui fixent le prix. Ce ne sont pas les acheteurs qui fixent le prix du limocoin. Ce sont les vendeurs. Ce sont des personnes qui disposent du limocoin qui fixent le prix de vente. Regardez le limocoin comme vos tomates, comme vos poules de ferme, de chair que vous voulez vendre. C'est pas le vendeur qui va venir vous dire combien vous voulez vendre. Seul vous connaissez combien vous avez dépensé sur l'article que vous disposez en vente. Et c'est à vous de fixer ce prix de vente. C'est pas les acheteurs. Du coup, inversement, l'acheteur court derrière le prix de vente du vendeur. Donc, si le limocoin est bas, c'est pas la faute des vendeurs. Pardon, si le limocoin est bas, ce n'est pas la faute des acheteurs, c'est la faute des vendeurs. Vous voyez? Le prix est bas parce que les vendeurs ont décidé que ça soit bas. Regardez avec l'inflation, par exemple, où le prix du pain a augmenté subitement. Bah, c'est parce que le pain se faisant rare, ceux qui disposent du pain voient que ça devient intéressant, j'augmente le prix parce qu'il y a une forte demande. Et en augmentant le prix, l'acheteur va bouder comme il boudera pendant le temps nécessaire, mais au final, il ira toujours acheter ce pain au prix que le vendeur aura fixé. Vous voyez? Prenez le ciment, le fer, tout ça a augmenté, bah, c'est le vendeur qui fixe le prix. L'acheteur, lui, va juste bouder parce que c'est beaucoup d'argent qu'il va débourser pour acheter, mais au final, il finit de bouder, il va acheter. Donc, ce prix stagne parce que les vendeurs veulent que ça stagne. Ce prix ne grimpe pas parce que les vendeurs fixent un prix très bas. Vous voyez? Donc, si vous avez compris ça, c'est déjà intéressant. Ne placez pas vos ordres de vente de façon arbitraire. Essayez de lever les prix et les acheteurs vont tout simplement courir. Pour avoir une idée de ça, je ne sais pas trop. Euh, on était, je pense, ici. Vous voyez mon écran. Je vais essayer de l'agrandir. Regardez ici. Là, l'acheteur qui était prêt à débourser beaucoup de USDT était prêt à débourser 0,59 pour avoir un LMC. Vous voyez? Et le vendeur qui vendait le plus moins cher a dit, donnez-moi 60, je vous donne un LMC. Quand il taxe 60, ne vous attendez pas qu'on vous donne 60 facilement parce que c'est une négociation. Nous sommes dans un marché. Oubliez un peu le fait que ce soit les crypto-monnaies. Mettez dans vos têtes que c'est le marché réel, le marché traditionnel. Sauf que l'article ici, c'est pas la tomate, c'est pas le cube, c'est pas le sel, ce sont les LMC, c'est une crypto-monnaie. Du coup, vous, les vendeurs, vous détenez l'article et quand vous placez votre prix de vente là, l'acheteur ne viendra pas avec
parce que vous avez des beaux yeux directement, il va vous donner ce prix, il va négocier. Il va dire, bah, je ne suis pas prêt à vous donner 60, je peux vous donner 59. Vous voyez? Du coup, ça va rester comme ça jusqu'à un acheteur va dire, OK, je te donne alors les 60, je prends. Ou alors, vous, le vendeur, vous direz, bah, j'ai besoin d'argent, donne-moi tes 59. C'est une négociation, on négocie, on échange la crypto-monnaie et il y a deux parties, les vendeurs et les acheteurs. Maintenant, vous voyez que là, il était prêt à débourser 59. Mais posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui il ne vient plus avec 59, il vient cette fois-ci négocier avec 64? Ben, il n'y a pas de réponse. C'est parce que vous avez augmenté le prix à 65. Et même comme c'est 65, il fait toujours comme s'il n'a pas les moyens. Il vous dit, je ne vous donne pas 65, je suis prêt à vous donner 64. Vous voyez? Donc, on est là en face d'une situation où l'acheteur qui est en face pleure, flatte le vendeur afin que le vendeur baisse le prix. Et quand les malchanceux ou ceux qui ne savent pas baissent le prix, directement ces acheteurs qui faisaient semblant de pleurer, vous les arrachez avec le prix et ils sont les premiers à aller replacer le prix très loin là-bas, disant que bah, il ne sait même pas ce qu'il avait dans les mains. Vous voyez? Et si vous augmentez le prix, il va augmenter également la mise. Il va augmenter ce qu'il proposait pour acheter un LMC Schwab. Et la preuve est là. Parce qu'on augmente le prix, c'est pourquoi il va également augmenter bah, la proposition qu'il faisait il y a de cela 3 jours, 4 jours en arrière. Donc, ceci nous amène à comprendre facilement que c'est pas parce que là c'est 64 que je viendrai mettre 64. Comprenez d'abord le principe. Pourquoi c'est 64 ici? Pourquoi c'est pas 0,01? C'est parce qu'ici, on refuse de lever les enchères afin d'attirer le prix vers la hausse. Vous voyez? Donc, si vous avez déjà compris cette base de l'échange, cette base de négociation, du trading, c'est déjà intéressant. Avant d'ajouter l'aspect graphique dessus pour faire beaucoup plus professionnel, un échange qui respecte les normes internationales. Donc, ainsi dit, voyons comment prendre position. Nous avons encore une vingtaine de minutes. Le micro sera ouvert pour les probables questions. Donc là, on a essayé de refaire les tracés. Voilà, j'ai essayé de vite faire, mais bon, si on veut être un peu rigoureux en 4 heures, on voit quand même que et là, il y a une forte zone de support ici. Donc, ici aussi, il y a une forte zone de support. Donc, les supports, ce sont ces endroits où le prix vient s'affaisser plusieurs fois et puis ça redécolle. Et si ça casse, ça va aller chercher le plus bas, le plus proche. Comme là, ça casse, ça va chercher le plus bas, le plus proche qui est ça. Et si ça cassait, ça allait encore chercher un plus bas, plus proche qui est ça. Mais les acheteurs n'ont pas voulu laisser faire. Ils ont pris la main en disant qu'ils vont rafler le maximum ici à ceux qui sont en train de vendre à vil prix. C'est pourquoi, quand Cassation on vient chercher ce plus près, et comme on a tapé, il y a une forte force acheteuse, une forte force acheteuse, on ne part pas vers le bas comme ici. Finalement, on reprend, les acheteurs reprennent la main pour aller chercher le plus haut, le plus proche, qui n'est rien d'autre que ce plus haut. Et si on réussit à casser, ce n'est qu'une répétition basique. On ira encore chercher ce plus haut, le plus proche. Si on réussit à casser, on ira chercher ce haut, le plus proche. Mais si on ne réussit pas à casser, on descend, on ira chercher le plus bas, le plus proche, qui sera ça. Donc, ceci vous permet de comprendre qu'on ne traverse pas un niveau si facilement. On ne traverse pas un niveau de support de résistance si facilement. Parfois, il faut tous ces mouvements-ci, tout ce temps, avant de le traverser, parce que c'est une zone très solide. Il faut tout ça avant de le traverser. Et ça se répercute dans la majorité des cas où nous avons fait des tracés. Donc, ce ne sont pas des zones arbitraires. Vous voyez, cher leader. Donc, voyons comment acheter en limite. Actuellement, on peut dire qu'on va acheter à ce niveau parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vraiment dépassé ce niveau pour venir prendre position sur cette ligne de support qui sera support parce qu'actuellement, c'est résistant. Donc, si on veut acheter actuellement, on viendra placer l'ordre ici. Vous voyez, on viendra placer l'ordre d'achat à ce niveau à 0,056. Mais bon, ça peut attendre. C'est pas parce qu'on l'a placé là que forcément ça sera déclenché. Le prix peut continuer à évoluer sans nous attendre. Vous voyez. Donc, ainsi, je vais tracer un autre niveau qui est avec ces creux et ça. Et on va essayer de prendre position à ce niveau. Là, le prix est à 0,061. On va venir
juste ici au niveau des prises de position. On se rassure qu'on est en limite parce qu'il y a limite, market, spot limite. Les différences entre tout ça, c'est ici dans la partie 2 de notre formation. On va essayer de prendre position en limite. Donc, le prix est de combien? 0,061. Pour prendre position, c'est très évident. Il suffit de venir renseigner ici le prix dont on a envie de prendre position là-dessus. 0,061. Pardon, excusez. Et on va acheter combien de LMC? Vous pouvez dire que, OK, je suis prêt à acheter 100 000. Mais bon, c'est également le capital que vous avez dans votre compte qui parle. Vous pouvez acheter pour 25% de votre capital sur ce premier point, 50% sur ce deuxième point, 75% ici, ou 100% de votre capital complètement avec ce quatrième point. Donc là, par exemple, en prenant 100% de mon capital, je suis pratiquement en 13,95 USDT. On va cliquer sur Buy. Là, on est en limite. Vous voyez, l'ordre a été placé avec succès. Donc, ici en bas, on a le cadet de 2 ordres ouverts. L'ordre est encore ouvert, c'est pas encore validé, est encore ouvert, c'est pas encore validé. Quand le prix passera à 0,061, immédiatement, je vais acheter mes LMC choix. Et quand je vais acheter, quand mon ordre sera déclenché, je vais tout simplement venir vendre cela à ce niveau ou à ce niveau. Vous voyez? Puisqu'on a placé la position d'achat ici, si on vient vendre ici, regardez, on s'arrache pratiquement 5% de gain. 5%, c'est intéressant comme rentabilité en un jour. Si ça va se faire en un jour, et même si ça se fait en une semaine, 5% par semaine, c'est intéressant. Le mois ayant 4 semaines, vous voyez directement qu'on fait un peu plus de 20% le mois, ce qui donne une rentabilité très significative. Vous voyez? Mais on n'oublie pas aussi que le marché peut aller en contre-sens. Donc, c'est pas parce qu'on a acheté ici que forcément ça va monter. Ça peut descendre, venir chercher ce niveau. Autant mieux nous protéger avec un stop loss ici. Donc, comment placer le stop loss? Je vais vous expliquer cela en achetant en l'ordre market, ce qui va vous permettre également de comprendre comment fonctionne notre market. Donc, je vais annuler cet ordre pour un gain de temps afin d'expliquer les autres éventualités. On clique sur cette case à cocher et on va cliquer ici sur Cancel, supprimer. Voilà, notre ordre a disparu, notre USDT revient dans le compte, rien n'est acheté, aucun frais de transaction n'a été débité. Maintenant, expliquons l'ordre market, puisqu'on va acheter un market afin de placer l'ordre de vente avec un stop loss. Le market permet d'acheter directement au prix du marché. Le prix du marché, c'est en fait, je vais dire le plus bas prix du marché. Le plus bas prix ici, c'est 0,065. Donc, si j'achète au prix du marché, la quantité que j'achèterai va coûter 0,065. Tant que la quantité que je veux est inférieure à cette quantité maximale disponible. Donc, on va cliquer ici sur Market. Je vais prendre 100% de mon capital. Ça va donner combien de USDT, de LMC Schwab? Je ne sais pas, il faut faire un calcul. Il faut juste faire 13,95 divisé par 0,065 pour voir le nombre de USDT, de LMC Schwab que je vais acheter. Donc, calculatrice. Ou bien on peut utiliser la calculatrice automatique ici avec le limite. Sauf que je vais venir cliquer ici sur 0,065. Vous voyez? Et je vais cliquer sur 100% de mon capital. Vous voyez? Donc là, on va avoir pratiquement 2147 LMC Schwab à ce prix. 2147. 2147 est inférieur à 200. Vous voyez, du coup, c'est juste 2000 qui vont être débités ici, mais le prix ne va pas passer à 0,66. Pour que ça passe à 66, il faudrait qu'on achète tous ces 260 000 LMC Schwab. Donc, en plaçant donc à market, 100%, on va acheter 2000 USDT, LMC Schwab, pardon, ici. Maintenant, je vais vous faire comprendre aussi un petit truc. C'est aussi possible d'acheter 0,65, les 2000 ici, en limite, et l'ordre sera directement déclenché. Pourquoi? Parce que la quantité qu'on veut, au prix qu'on veut, c'est directement le prix du marché. Du coup, il y a un vendeur prêt à nous donner nos LMC Schwab à ce prix. Et cette quantité qu'on veut avoir, il est prêt à retirer dans cette quantité pour nous donner. Vous voyez? Donc, si on achète en limite directement, l'ordre va être déclenché parce que le prix
dont on mentionne, ce n'est pas un prix qui n'est pas encore le plus petit prix. C'est déjà le plus petit prix. Donc, il y a déjà un vendeur disponible. Donc, en cliquant ici, en cliquant sur acheter, directement, ça va acheter comme si c'était à market. Les frais de transaction prélevés, ça sera les mêmes que si on vient acheter à market. Il n'y a pas de différence dans ce cas. Vous voyez? Il n'y a pas de différence. Si vous voulez, on le fait. Là, on est en limite. On va prendre cet acheteur, on négocie sur lui. On clique sur acheter. Et directement, ça dit l'ordre a été placé, mais il n'y a pas d'ordre. Parce que le marchand était prêt directement à nous vendre. On a placé un prix disponible. Et vous voyez là, 2000 ont été soustraits. Vous voyez? 2000 ont été soustraits dans les 260 000 disponibles environ. Donc ici, c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas forcément parce que vous voulez acheter au dernier prix du marché qu'il faut passer à market. Ça dépend des situations du marché. Le market devait faire la même chose que ça a fait en limite actuellement parce que le plus petit prix directement, il est disponible. Vous voyez. Par contre, la petite différence qu'il peut avoir avec la configuration actuelle du marché, c'est que on peut vouloir acheter plus de 259 000 LMC Swap maintenant. Disons 260 000. Donc, si on veut acheter 260 000 LMC Swap maintenant, si on avait les moyens disponibles, environ 1690 USDT, en cliquant sur Buy, le prix va passer à 66. Premièrement, parce qu'on a rasé les 259 000 disponibles avec ces marchands, ces vendeurs. Et le prix, notre ordre sera en attente, mais pas en attente de livraison de 269 000, de 260 000, pardon, mais en attente de livraison de 1000 LMC Schwab. Pourquoi? Parce que celui-ci va nous livrer 259 000 à ce prix. Maintenant, puisqu'on a mentionné à ce prix qui est notre prix d'achat, puisque le nouveau prix sera 66, qui n'est pas 65, notre ordre va venir attendre ici. Un vendeur qui va venir nous livrer à 65. Quitte à ce qu'on supprime pour acheter de nouveau à 66. Maintenant, si vous ne voulez pas faire deux achats, en passant en market, dans ce cas précis, et en mettant les 1690 USDT, si vous cliquez sur Buy, directement, ça va acheter les 259 000 ici. Le prix passera à 66 et ça va acheter à 66 000, c'est-à-dire le reliquat entre 260 000 correspondant à ce prix et ce qu'on vous aura servi 259 000. Donc, ce monsieur va nous servir 1000. Si on avait les moyens, vous verrez que le prix passe à 66 et ici, la quantité qui restante est 142 000 parce que 1000 vont être servis et ici en bas, il n'y aura pas un ordre en attente. Vous voyez la petite particularité, la petite différence qu'il y a avec l'ordre market, l'ordre limite. Donc, il faudra essayer de faire le petit distinguo. C'est pas forcément parce qu'on passe en market qu'on va acheter au prix du marché. Vous voyez que même en limite, on l'a fait sans que notre ordre se place ici en bas. Donc, actuellement, on a acheté. Allons-y placer notre ordre de vente. On a acheté à ce prix. Donc, supposons que le prix va arriver là à 70 finalement, donc à 0,07. On va placer d'abord, on va chercher notre position du stop loss en disant qu'OK, on prend notre tête, on la consomme à ce niveau, à mi-hauteur environ. Voilà, je place ça en rouge. Là, on est à 0,063 environ. Donc, ici, ce que nous allons faire, on va venir sur limite, ici. On va placer notre ordre de vente 0,070. Premièrement, on va cliquer sur, moi, je ne vends pas tout ça. Disons les 2000 que nous avons achetés. Vous voyez qu'on va passer à 15 USDT. Figurez-vous, on avait combien? 13,94, si je ne dis pas les conneries. On a acheté à 13,94. Si on parvient à vendre à ce prix, on reçoit avec 15. Du coup, on se fait un USDT de bénéfice. C'est très intéressant. Vous voyez à quel point le trading est intéressant. Et imaginez, là, on n'a que 13 USDT de capital. Si on avait un bon capital, surtout si on connaît trader, parce qu'il ne faudrait pas avoir un gros capital sans connaître trader, c'est dangereux. Vous voyez que un USDT va se multiplier en fonction du capital dont on a mis pour acheter nos LMC Choix précédemment. Donc, en cliquant ici, je reprends. On veut vendre à 0,070. On met 0,070. On veut vendre nos 2145 qu'on a achetés. On clique sur Sell. L'ordre va se placer ici en attente. Vous voyez? En attente de confirmation, c'est-à-dire en attente qu'il y ait
l'évolution du prix et finalement, quand le prix du marché sera à 70, un vendeur vient nous les acheter. Mais non, avant de passer au stop loss, ce que je vais également vous faire comprendre ici, c'est que quoi? C'est que je ne suis pas le premier à mettre mon ordre à 0,70. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Si vous vous rappelez, le prix, la quantité n'était pas 204 000. Je supprime, que vous voyez la petite différence. Vous voyez, à 70, la quantité, c'est 202 000. Ça veut dire qu'il y a 202 000 disponibles en vente à ce prix. Maintenant, moi aussi, je veux vendre à ce prix. Je vais venir ajouter ma quantité sur ceci. Et c'est 2 000 que je vais venir ajouter. C'est pourquoi vous voyez, c'est passé à 204 000 à ce prix-ci. Donc là, ce prix, je mets 2100. Du coup, ces 2145 vont venir s'ajouter à ces 2002. C'est pourquoi, quand je place mon ordre, ça passe en pending, en attente d'un acheteur, et la quantité va venir s'incrémenter ici. Ouais. Donc, autant de personnes mettront les ordres de vente à 70, autant cette quantité va incrémenter. Maintenant, je disais, je ne suis pas le premier à placer mon ordre à 70, ni le dernier. Ici, on est servi first in, first out. Je ne sais pas si on peut faire un rapprochement avec ça. FIFO, first in, first out. Mais je vais dire premier à placer l'ordre, premier à être servi. Sur 70, finalement, 0,007, il y a pas mal de personnes qui ont placé leur ordre. Pas mal de personnes. Dans cette quantité de 204 000, il y a plusieurs personnes, y compris moi. Vous voyez? Ben, moi, je suis ici. Ce qui fait donc que quand les acheteurs viendront, et moi, je n'ai que 2000 en vente. On ne sait pas, la première personne, peut-être il a mis, je dis n'importe quoi, 10 000 LMC choix par vente à ce même prix. Le second a peut-être mis 1000. Le troisième a peut-être mis, je dis n'importe quoi, 800. L'autre a peut-être mis 100 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pas parce que, c'est important que vous, excusez, c'est pas parce que j'ai placé mon ordre à 70 que quand le dernier prix de négociation sera 70, mon ordre va être déclenché. Non. Mon ordre sera déclenché que lorsqu'on aura servi la première personne à placer son ordre de vente à ce prix, lorsque la deuxième personne sera servie, la troisième, jusqu'à toutes ces personnes avant d'arriver à moi. Pardon, moi je suis derrière, ici. C'est quand toutes ces personnes vont être servies que finalement, moi je serai servi. Donc, le prix peut arriver à 70, je ne suis pas servi parce que c'est ces personnes qui sont en train de vendre, ils ont placé leur ordre avant moi. C'est quand ils auront fini de vendre que ça sera mon tour de vente. Et celui qui a placé après moi va vendre après moi. Vous voyez, c'est important que, je ne sais pas pourquoi je viens toujours sur le Bitcoin, c'est important que vous le sachiez. C'est pas parce que vous avez mis votre ordre que votre prix va être déclenché, votre ordre va être déclenché lorsque le prix sera atteint. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, on est à 70, le prix ne peut pas passer à 71 sans que tous ceux qui sont à 70 ne soient servis. Ça, c'est ce qui est sûr. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que c'est pas parce que c'est à 70 que vous serez servi. Si vous êtes servi, ça voudrait dire que vous avez pris une avance par rapport aux autres qui ont placé leur ordre en retard à ce prix. Maintenant, si vous voyez le prix à 70 et que ça redescend à 69, votre ordre n'est pas déclenché. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas eu des acheteurs qui vont permettre d'acheter jusqu'à arriver à votre ordre. Vous voyez? C'est ce qu'il faudra connaître. Donc, Monsieur Nanto à main levée, qui va... Oh, désolé. Vous pouvez ouvrir votre micro. Il y avait une question. Voilà. Oui, bonsoir, Monsieur Marteau. Oui, bonsoir. J'ai juste une question j'ai rebondi juste sur le prix 0,0070 là. Ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure, justement, j'ai bien compris que les 204,85 000, c'est le nombre de limo-coins fixé au prix de 0,0070. Et maintenant, le prix qui est juste à droite, ça correspond à quoi? Ben, pas le prix, la quantité en fait. La quantité qui est tout à droite, ça correspond à quoi? En fait, ma question, ce qui se cache derrière ma question, c'est la dernière colonne là correspond à quoi en fait? Parce que je sais bien que la première colonne, c'est le prix. Tout ce qui est en rouge, c'est les ventes. Ce qui est en vert, c'est les achats. Ce qui est au milieu, c'est les quantités. Et il y a un nombre X de personnes
qui ont placé un ordre à, je dis une bêtise, 0,0070. Maintenant, toutes les colonnes, la colonne qui est à droite, que ce soit sur les ventes ou les achats, ça correspond à quoi? Oui, ça c'est très bien. Ça c'est une très belle question. À quoi ça correspond la dernière colonne à droite? Cette dernière colonne, normalement, correspond au montant total qu'on va avoir si on réussit à vendre toute cette quantité. Bon, c'est difficile de le comprendre vu qu'il n'y a pas une corrélation. Mais regardez ici l'entête de notre registre. L'entête est bien définie. Ici, nous avons les prix. Ici, nous avons les quantités. Et ici, nous avons le total. Maintenant, ce total, c'est juste un produit qui devait être le résultat du prix multiplié par la quantité égale prix total. Prix multiplié par quantité, prix total. Prix multiplié par quantité égale prix total. Donc, ici à droite, ce qu'on est censé avoir, c'est le montant total qu'il faut dépenser pour pouvoir acheter toutes ces quantités à ce prix unitaire. Ouais, c'est en fait à quoi ça correspond. Mais dans pas mal d'exchanges, il y a des multiplicateurs qui sont utilisés, comme là, parce que si vous faites ce prix fois cette quantité, ça ne donnera pas ce résultat. Ouais. Et c'est pas propre à LMC Swap uniquement, c'est propre à d'autres crypto-monnaies, également à d'autres exchanges. Donc, je vais éviter de ne pas fermer ça pour que notre truc ne disparaisse pas. Mais si on prend un autre crypto, je prends un truc au hasard là, le Matic par exemple, vous voyez que c'est le même scénario. Normalement, ici, ce qu'on devait avoir, c'est cette quantité multipliée par ça égale à ça. Vous voyez, ce prix unitaire multiplié par cette quantité égale à ça. Mais c'est pas ce qui est fait, ce prix fois ça égale à ça. Donc, dans pas mal d'exchanges, le même constat est aussi fait dans Binance, où il y a des moments où vous allez vérifier. Voilà, on a un prix unitaire, on a une quantité, et puis en faisant ce prix fois cette quantité, on doit avoir ça. Voilà. Il y a deux mains. On va prendre M. Alassane. Oh, je sais pas, je clique toujours. Ok, je, Oui? je peux intervenir. Ok, Oui. merci leader pour la formation. En tout cas, moi, en fait, c'est que c'était par rapport un peu à ce tableau de, puisque je me posais la question si les acheteurs veulent faire jouer sur le prix, c'est de voir la quantité qu'on aura à payer pour que le prix monte à une certaine valeur. J'avais cru comprendre quand je regarde un peu la colonne où il y a les rouges là, c'est les prix auxquels les gens veulent vendre leur limo. Oui. Ici. Voilà, le constat que j'ai fait, en fait, là où c'est écrit total, c'est la quantité disponible. Voilà, quand on va 0,065, c'est 266 900. Et la ligne suivante, c'est la somme de ce qui est en bas plus ce qui est en face de cette ligne. Donc, c'est le cumul. Ça veut dire que si on prend le 0,079, tous ceux qui sont en bas là, leur quantité fait 1 360 000. Mhm. Voilà, ça veut dire que si on veut que le prix monte à 0,079, il faut qu'on sorte du marché 1 360 000 LMC avec des prix qui vont varier de 0,065 à 0,078. Très bien. J'avais cru comprendre. Voilà. Oui. Là, c'est un cumul de quantité. Très bien. Voilà, c'est le cumul de quantité. Ça, c'est un cumul de Maintenant, quantité. Oui. voilà, le cumul va du bas vers le haut. Très bien, oui. Très bien. Voilà. Ça, c'est un cumul de Donc, quantité. Ça, voilà. quantité, étant donné que là, on a les quantités, la quantité disponible à ce prix, c'est ça. Voilà, pour chaque prix. Voilà. Pour ce prix, cette quantité Voilà. plus zéro, c'est cette quantité naturellement. Maintenant, pour Voilà. avoir la quantité disponible ici, il faudra faire cette quantité plus celle-ci. Vous allez avoir ce cumul. Vous voyez? Voilà. Ouais, ouais. Quantité plus celle-ci, vous aurez ce cumul. Faites cette quantité plus celle-ci, vous aurez ce cumul. Ici plus ça, vous aurez ça, et ainsi de suite. Très bien. Du coup, très bien.
Très bien, monsieur Alassane. Je crois que Oui, étant c'était juste ça. direct ici, vous voyez qu'on a pratiquement 3 millions de LMC, 3 millions de Voilà. LMC en vente avec un Donc, prix variant de 0, le plus faible, 0,065 à 0,096. Très bien. voilà. Exactement ça la réponse. Voilà. C'était juste ça. Voilà. Ouais, merci. Ok. Monsieur Sambo, Oui, bonjour. Bonjour, leader, bonjour, la team. Je voudrais juste un conseil. J'ai remarqué que la première fois, on a tracé les lignes de support et résistance sur le graphique d'une journée. Ça, c'était juste avant l'enregistrement. Et après, vous l'avez fait sur le graphique de 4 heures, si je ne me trompe pas. La question est celle-ci. Sur quel graphique de préférence ou en fait doit-on tracer les lignes euh, de support et résistance sur un graphique de 4 heures ou d'une journée? Ou bien peut-on les tracer sur plus d'un graphique, c'est-à-dire tracer les lignes sur 3 ou 4 graphiques à la fois, ce qui fera qu'on ait beaucoup plus de lignes, n'est-ce pas? Je voudrais dire de 15 minutes, des graphiques d'une heure, 4 heures et une journée à la fois. J'espère que je me suis bien fait comprendre. oui, très belle question. Vous êtes fait très bien compris. Merci. Sa question est celle de savoir, bah, finalement, sur quelle unité de temps faudra tracer les scores et les résistances. Je ne vous conseille pas, je vous oriente et puis c'est à vous de faire ce que vous allez faire après. Vous voyez? Maintenant, si je veux vous orienter, c'est que commencez même à tracer sur l'unité de temps une semaine. Je me base sur ça par rapport à l'âge de la crypto-monnaie sur laquelle nous sommes en train de trader. Je ne parlerai pas d'autres cryptos parce que notre objectif, on est focus sur le LMC choix. Notre LMC a à peine un an d'âge. D'ici novembre, on aura un an. Donc, on a à peine un an d'âge. Je peux vous orienter d'aller tracer en une semaine. Vous voyez? En un jour. Vous voyez? Et puis, aller trader en 4 heures, en 1 heure, en 5 minutes, l'unité de temps que vous voulez. Mais lorsque le prix va se rapprocher sur le tracé que vous avez fait en une semaine et en un jour, et probablement même en 4 heures, soyez beaucoup plus vigilants. Soyez beaucoup plus vigilants. Par exemple, les tracés que nous avons fait en noir ici, c'est en un jour. Passons en une semaine. En une semaine, on va faire d'autres tracés, mais je vous suggère de placer les autres codes de couleur. Vous voyez? Donc, peut-être, c'est vrai qu'il n'y a pas franchement beaucoup de creux parce que, comme je vous le disais, le principe, c'est que on doit avoir au moins 2 creux pour avoir l'allure de notre tracé. Et puis, le troisième creux va tout simplement donner la confirmation du tracé. Ça, c'est la règle de base sur les tracés des supports et résistances. Vous vous rappelez, lorsqu'on fréquentait à l'école primaire, on dit une droite passe au moins par 2 points. C'est la même chose en trading. Quand vous avez 2 points, vous voyez, c'est suffisant pour déjà avoir l'allure de notre tracé. Maintenant, si plus loin, il y a un troisième creux ou un troisième sommet qui passe par là, ça confirme que ça, c'est effectivement un bon support ou une bonne résistance. Mais pour le moment, sur le LMC, avec les tracés que nous avons faits, il n'y a pas franchement une ligne qui passe sur plus de 3. À peine nous avons eu 2 lignes qui passent sur deux sommets, 2 creux. Donc, ainsi dit, quand le marché va évoluer, forcément, les creux et les sommets vont se dessiner tout seuls, hein, sans forcer. On passe en une semaine, comme je disais. On va détecter les creux. Bon, on peut dire, ici, le prix a fait un rebond, mais bon, c'est pas, prenons-le quand même. Et on va changer le code de couleur. On va mettre ça peut-être en bleu. Question de dire que tout ce qui est bleu, ce sont les supports résistance hebdomadaires. Donc, c'est beaucoup important de prêter fortement attention à ces traits bleus parce que c'est très solide. Très solide parce que c'est plusieurs mouvements sur plusieurs semaines qui ont permis d'avoir ce tracé. Vous voyez? C'est tellement solide par rapport au tracé en un jour. On a également ça. Je vais placer en bleu aussi. Donc, tout ce qui est en semaine, on fait finalement en bleu. Ça, c'est pour distinguer le code de couleur lorsqu'on va trader.
là aussi, voilà, et là. Vous voyez, on est en une semaine. On repasse en un jour, on a fait le même exercice. Maintenant, quand vous êtes sur le graphique, comme ceci, et que vous êtes à ce niveau, par exemple, vous voyez qu'ici, il ne faut même pas hésiter pour prendre position à l'achat parce que sur le graphique, c'est une position hebdomadaire. Donc, c'est un niveau que, comme on a réussi à traverser, forcément, le prix va monter. Vous voyez? Parce que c'est très solide. C'est en fait un tracé qui a été fait à partir des mouvements de prix sur plusieurs semaines. Et si on a réussi à le passer, ça voudrait dire que forcément, avec 8 cas sur 10, on va aller vers la hausse par rapport à la rubrique encore par le bas. Donc, en le faisant, vous voyez qu'on va même anticiper l'entrée pour le faire finalement ici et non à ce niveau du support journalier. Vous voyez. Maintenant, c'est pas un fait de hasard, hein? C'est pas un fait de hasard le trading. Regardez, finalement, vous voyez qu'on vient clôturer à ce niveau-ci, qui est un niveau journalier. Il y a eu pratiquement 3 jours où on est calé sur ce prix. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Voici une bougie qui clôture là. Voici 2 bougies qui clôturent là. Et voici une autre bougie. Vous voyez donc, on reste ici parce que c'est aussi une résistance journalière. C'est pas trop facile de la passer, mais c'est quand même intéressant de prêter attention dessus. Mais au final, quand on réussit à la passer, et si on réussit à passer ça, ce que vous devez comprendre pour finir, c'est que il sera juteux pour vous, si vous avez pris position ici, de venir vendre à ce niveau que de venir vendre ici. Bref, si vous voulez, venir vendre ici avec un fort pourcentage, peut-être 70% ou 20%, 50% de ce que vous avez acheté. Bon, plus de 50% en fait de ce que vous avez acheté, vous pouvez vendre ici. Et le reste, vous venez vendre ici. Parce que ça ne sera pas évident de traverser facilement ce niveau. C'est une résistance journalière. C'est un support journalier. Vous voyez, là, c'est une résistance. Quand le prix passera au-dessus, ça deviendra un support. C'est en fait ça, comment ça peut vous aider à travailler. Maintenant, si vous tradez en 4 heures, vous pouvez aussi faire les tracés en 4 heures. Et le principe reste le même. Si vous avez pris position ici, tant mieux, vous pouvez venir le vendre ici parce qu'il n'y a pas une résistance journalière, hebdomadaire qui sépare les deux. Mais si vous prenez position ici, en allant chercher à vendre ici, vous pouvez buter ici parce qu'il y a un niveau hebdomadaire ici qui n'est pas évident à transpercer. Mais dès lors qu'on va transpercer, rassurez-vous, on va attraper ce niveau. Donc, c'est un peu à quoi ça peut vous renseigner le fait de tracer sur les unités de temps grands avant de se rapatrier sur les unités de temps petits pour prendre position. Voilà, il est presque 15 ans, on va arrêter d'un moment à l'autre, mais je pense qu'il y avait une main. On va prendre Monsieur Sambo. Monsieur Oh, Sambo. non, j'ai déjà posé ma question. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Donc, Monsieur Mantos. Oui, j'avais une autre question. Comment est-ce qu'on fait pour figer en fait ces tracés sur L-Bank? C'est-à-dire quoi, je m'explique. Là, on est en train de travailler sur L-Bank, on est en train de tracer, on trace des supports et des résistances hebdomadaires et journalières. On a envie de revenir demain avec nos tracés présents. Est-ce que si on revient demain, on aura ces mêmes tracés? Sinon, comment est-ce qu'on fait pour revenir le lendemain et ne pas avoir à retracer tout ça en fait? Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Non. Ouais. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est fatigant de retracer la même chose chaque fois. Mais Ouais, ouais, voilà. à le faire, dans tous les cas, si on veut franchement prendre des bonnes positions. Bon, je vais vous montrer une technique qui permet de figer momentanément. Pour figer momentanément, vous allez tracer chaque ligne et directement, vous allez la verrouiller ici. Vous voyez? Avec le cadenas. Ceci, c'est pour éviter que peut-être en manipulant votre graphique, vous êtes tombé sur un trait sans le savoir, vous ne savez pas où il sort. Vous voyez? Vous le bloquez. Donc, vous allez cliquer sur la ligne, vous figez. Vous cliquez sur la ligne, vous bloquez, vous cliquez sur la ligne. Vous allez faire ainsi. Donc, quand vous cliquez, vous tracez une ligne, bloquez-la directement. Quand c'est bloqué, regardez, on ne peut plus la déplacer. Vous voyez? On ne peut plus la déplacer. Pourtant, quand c'est pas encore bloqué comme ceci, on peut déplacer. Donc, là, Donc, on bloque. J'arrive sur votre question. Maintenant, quand c'est fait comme ça, c'est déjà bien parce que ça ne peut pas être déplacé à tout moment.
Maintenant, est-ce que ça sera enregistré? Là, c'est maintenant une configuration propre à l'exchange en question. On va essayer de faire ensemble, vous voyez. C'est un peu bête de faire un contrôle S question d'enregistrer notre graphique, mais allons-y quand même. Contrôle S, question d'enregistrer probablement ce graphique. Et maintenant, sortons de ce graphique, espérant revenir si ça va enregistrer le graphique en question. On revient. Ça n'a pas fait, donc LBank ne permet pas de faire cette configuration. Par contre, si vous allez dans notre exchange, ils auront la possibilité de vous permettre l'enregistrement de vos tracés. Mais ce n'est pas pour faire une pub sur un exchange par rapport à l'autre. Je vous présente juste la réalité des exchanges et on fait avec ce qu'on a sous la main. Vous voyez? Donc là, on est dans Binance. Vous avez vu, je suis entré, je suis revenu. Et voilà, l'enregistrement des tracés vont être effectués. Donc, c'est là. Voilà, c'est là. Par contre, là, on l'a fait, mais c'est pas calé. Donc, c'est peut-être le petit bout que LBank doit corriger, enregistrer les tracés pour ne pas refaire plusieurs fois, parce que ça devient quand même un peu embêtant. Mais au final, en attendant qu'ils ajustent le petit bobo, on va toujours les tracer avant de prendre position. Oui, effectivement, c'est un peu embêtant parce que notre Limo Coin Swap, c'est sur L-Bank et c'est là où il y a plus de transactions. Donc, si le fait de revenir et recommencer ce qu'on a fait à la veille plusieurs fois, à un moment, ça peut être fatigant, quoi. Et en même temps, on ne peut pas retenir tous ces supports et résistances une fois qu'on les a faits. C'est un peu embêtant. Et là, je veux juste rebondir le contrôle. Est-ce que vous avez fait tout à l'heure? C'est supposé être allé où, en fait? Quelque part sur l'ordinateur ou bien c'est un endroit où ça va se stocker ou pas? Non? Ça va se stocker dans l'ordinateur. Vous allez aller dans Paramètres. Je pense que vous irez dans, je sais pas, sur PC, sur téléphone, c'est facile de le retrouver. C'est en fait les pages, je ne sais pas si ça va vous aider, les pages enregistrées pour une consultation en ligne. Vous avez idée de ça? Donc, vous aurez peut-être un site web et puis vous l'enregistrez. Ça permet de vous reconsulter le même site web, en fait, la même page, sans vous connecter sur Internet. C'est en fait ça. Sur PC ou le... Ah oui, ça devient une capture. Donc, du coup, est-ce que ça peut quand même fausser les données quand on revient, vu que c'est une courbe qui évolue avec le temps, en fait? Je l'ai fait là, on a vu, ça n'enregistre pas. Perso, j'ai pas encore réussi à enregistrer un truc. Et vous, D'accord, vu à chaque d'accord, fois, quand on a tracé et puis petite erreur, on revient, il faut retracer. Donc, peut-être il faut d'accord, d'accord. le support de LBank pour proposer afin qu'il corrige. C'est pas juste propre au LMC, c'est propre à toutes les cryptos. Donc, c'est une configuration, une technologie propre à l'exchange. Ok, ça marche, merci. Voilà. Donc, s'il te plaît, je vais expliquer comment mettre le stop loss. On peut faire des captures qu'on enregistre et on date. Je trouve aussi que le refaire de temps en temps, voilà, il faut le refaire de temps en temps pour le moment. Madame Charline. Donc, stop loss, comment le faire rapidement, puisqu'on va ressortir. On a vu comment placer en limite, tant que le prix n'atteint pas les 0,70 et que c'est pas notre tour dans cette fameuse liste d'être servi. Allez, on ne sera pas servi. Maintenant, essayons de placer le stop loss. On va supprimer ça. Cancel. Confirmer. Maintenant, comment protéger notre position? On va venir ici sur stop limit. Le truc ici, c'est quoi? Le truc avec le stop limit dans LBank, c'est que on va conserver nos gains, comme je vous l'expliquais cela dans la partie 2 de cette formation. On conserve nos gains sans mettre une target d'arrivée. Donc, on n'a pas un objectif d'arrivée, on a plutôt un objectif où quand le prix va corriger, ça va nous faire sortir finalement avec les gains que nous avons pu cumuler. Je m'explique encore plus mieux. Le prix va évoluer, je fais n'importe quoi. Donc, le prix va évoluer comme ça, disons-le. Voilà. Excusez. Voilà. On a pris position finalement à ce niveau. Vous voyez? À l'achat. Ce que nous allons faire maintenant, supposez que ça, c'est notre fameux
0,0, je pense 64. On a pris position ici. Comment protéger notre capital et sortir gagnant? Ce que nous allons faire, quand le prix évolue et qu'un creux se forme comme ça, on déplace notre stop loss ici. Quand le prix va évoluer comme ça, on va déplacer le stop loss ici. Et au final, le prix ne va plus évoluer. Vous voyez, c'est redescendu. Du coup, à ce niveau, on va sortir de notre position, étant entré ici. Du coup, on aura conservé ce pourcentage de gain dans notre compte. Voyons comment utiliser cela techniquement. Donc, on va venir ici sur Stop Limit. Ici, sur Taiga, on appelle ça Taiga Price, le prix de déclenchement. C'est tout simplement le prix que quand ça va atteindre sur le marché, ça va positionner votre prix de stop loss, de vente. Vous voyez. Et finalement, ce prix sera atteint, directement cette quantité sera vendue, vous ressortirez avec cette quantité de USDT. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le Taiga Price, c'est le prix de déclenchement de votre stop loss. Par exemple, le prix à 0,65, n'est-ce pas? Revenons ici sur notre graphique. Il est où même? Voilà. Voilà, dommage hein, que notre tracé se soit encore envolé. Mais bon, c'est pas grave. Même s'il ne faut pas tracer tous les trucs, essayez quand même de tracer les supports résistance les plus proches que vous allez directement exploiter. Et faites on dit une épaisseur, pas trop gros, parce que trop gros, ça va finalement donner peut-être des faux trucs. Je fais gros juste pour vous permettre de mieux voir, puisque c'est un zoom, que ça s'affiche mieux sur votre écran. Donc, on va prendre juste ces trois trucs, on va se limiter là. Monsieur Serge, on arrive, j'explique ça, puisque le temps arrive déjà à expiration. On a pris position ici, on veut vendre ici. Donc, on va placer notre stop loss à mi-parcours, quelque part ici. Je vais le mettre en rouge et peut-être agrandi. Voilà. Ce qui se passe, regardez bien, notre prix de stop loss est à 0,59. Ça voudrait dire que si le prix ne monte pas, ça descend plutôt jusqu'à 0,59, ça nous fait sortir du marché. Et on sortira en perte. Pourquoi? Parce qu'on a acheté à 64 et le prix est à 59, on vend à 59. C'est très trivial, on achète à 64 pour revendre à 59. Il ne faut pas aller à l'école pour comprendre qu'on a fait une perte. Mais pour un départ, on le fait parce que notre stop loss va nous protéger au cas où le prix ira encore plus bas. Là, on est à 59. Le Taiga Price que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est tout simplement le prix qui sera légèrement supérieur à ce prix de stop loss. En d'autres termes, le Taiga Price, c'est le prix qu'on traverse avant d'arriver sur le prix final de stop loss. C'est ça le Taiga Price. Étant donné qu'on a 65, on ne peut pas arriver à 59 sans passer par 60, par exemple. On peut donc dire que notre Taiga Price sera 60 et notre stop loss à 59. Pour dire quoi? Quand le prix va quitter, si le prix quitte à 65, ça décroît à 64, 63, 62. Quand ça sera à 60, finalement, notre Taiga Price est déclenché. Notre stop loss, notre ordre de 0,59 se place dans le carnet des ventes. Et quand le prix passe à 59, on vend à 59. Si le Taiga Price est atteint et le prix ne descend pas à 59, notre ordre ici va toujours aller dans le carnet, même si le prix évolue, ça ne regarde plus. Votre prix sera en vente à 59, même si le prix continue à évoluer. Vous voyez, vous comprenez directement qu'il faut mettre un Taiga Price qui est très proche de votre prix de stop loss pour augmenter les chances que si le Taiga Price est déclenché, il y a des fortes chances que votre stop loss soit déclenché. Si vous mettez un Taiga Price qui est plus grand que votre prix de stop loss, votre Taiga Price peut être déclenché. Les ventes en perte pas se positionner dans le carnet des ventes, mais le prix n'atteint pas ce prix de stop loss, ça part à la hausse. Ce qui fait que vous allez rester en ordre à ce prix, pourtant le prix est en train de continuer à évoluer. Et c'est dangereux, c'est pas bon en tant que cas. Donc, on a 59. Rapidement, vous avez compris qu'on va placer notre Taiga Price à combien? À 58, à 60, parce que le prix descend. Le prix est en train de descendre. Avant d'arriver à 59, on va arriver d'abord à 60 avant de passer à 59 parce que le prix est haut, ça doit descendre.
Donc là, on place 60. Et ici, on va placer notre stop loss à 59. On va faire avec les 2000 qu'on a achetés et on va cliquer vendre. Vous voyez? Ils vous disent, votre prix de déclenchement, c'est 0,6. Vous voulez sortir à 0,59. Vous allez vendre cette quantité. Finalement, vous allez avoir 12 USDT. Vous voyez qu'on a dépensé 13,93. Donc, si à jamais on perd, on ressort quand même avec 12 USDT. Très mieux que de voir votre compte quitter les 13 USDT à 2 USDT, 3 USDT parce que le prix a largement chuté. On va confirmer. Et là, vous voyez, l'ordre est placé directement. On attend. Je vais vous épargner de ça et l'explication de tout ça parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais si vous voulez le connaître et encore plus, je vous invite, puisqu'on a lancé hier, le 22, à la formation en trading de crypto-monnaie, la deuxième vague qui est en cours. Donc, le lien, il y en a dans vos forums. Également, je vous le laisse dans le chat. On a encore deux petits trucs à expliquer avant de prendre les dernières questions et d'arrêter. Donc, la formation en cours, ça dure 3 mois. Il y a pas mal d'explications déjà dans le lien, les modalités de paiement, les réductions de 15% sur le Limo Contract, ainsi de suite. Donc, vous n'avez qu'à vous enregistrer et vous serez dirigé directement. Je vais vous insérer directement dans le forum des étudiants. Une fois dans le dit forum, vous recevrez les liens pour les différentes séances de formation. Donc, je vous le laisse dans le chat. Voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire. OK. Donc, revenons. Expliquer ici en bas, voilà, ça prendra un peu pas mal de temps. Mais déjà, si vous parvenez à placer votre ordre de vente en stop loss, tant mieux. Quand on l'a fait, on va tout simplement attendre que le prix évolue. Maintenant, quand le prix va évoluer, je vous explique cela, comment vous allez modifier votre stop loss. Quand le prix va évoluer, je supprime ça. Oh, je supprime ça. Je supprime ça vite fait. Voilà. Voilà. Quand le prix va évoluer, comme ça, par exemple, un truc du genre, et peut-être ça va refaire ça, ou peut-être finalement repartir à la hausse. Vous voyez que vous allez déplacer votre stop loss à ce niveau. Donc, si le prix réussit déjà à traverser ce niveau et fait un premier creux, vous êtes déjà dans les gains. Parce que à partir de ce moment-ci, votre stop loss quitte d'ici à ici. Vous voyez? Ça passe désormais à 73. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement venir supprimer ça parce que ça n'a pas été déclenché. Heureusement pour vous, le prix a évolué. Le nouveau stop loss est à 73. Vous refaites le même exercice. Vous replacez votre Tiger Price à combien? Vous connaissez déjà mieux que moi, à 74. Et puis, vous mettez votre stop loss à 73. Vous mettez la quantité de LMC que vous voulez vendre et vous cliquez sur Sell. Vous voyez? Là. Et vous allez confirmer. Vous voyez? Là, ce qui va se passer, c'est que quand le prix va atteindre 73, finalement, vous allez sortir. On l'a même vite validé de telle sorte que... Santé. On reclique là. Regardez. Vous voyez qu'en ce moment, on ressort avec 15 USDT parce que le prix a évolué à la hausse. On a quitté des 13,94 à 15 cette fois-ci. Donc, on réussit déjà à conserver une certaine quantité de bénéfices au cas où, après l'évolution, le prix dégringole, on sort gagnant. Mais si ça continue à évoluer, ça fait un nouveau creux. Allez, tant mieux. On enlève encore notre stop loss et on repositionne encore plus haut. Vous voyez, ça c'est d'un côté. Ça c'est d'un côté. Maintenant, de l'autre côté, je pense qu'on a même déjà fait. Il vous suffit juste de placer votre ordre limite et naturellement, vous prenez vos gains. OK, je ne sais pas s'il y a l'une des dernières questions. Vous levez la main, on répond rapidement. Est-ce que ceux qui sont certifiés peuvent se rafraîchir la mémoire assistant à certaines séances? Ceux qui sont certifiés, ceux qui ont eu des notions en trading et veulent assister à la séance de formation, naturellement, venez juste vous inscrire, il n'y a pas de souci. Inscrivez-vous d'abord pour faire partie, puisqu'il y a un fichier pour les étudiants inscrits. Et puis,
C'est après votre inscription, vous serez inséré dans le forum des étudiants naturellement et vous serez en mesure de poursuivre les séances de formation. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions parce qu'on arrête déjà notre séance actuellement. Monsieur Serge, oui. OK. Bonjour, bonjour leader et merci encore hein, pour la formation. Ça, c'est les notions qu'il faut pour la communauté pour pouvoir aider à ce que notre démocoin aille de l'avant. Bon, moi, j'avais juste une question. Je veux savoir, selon l'analyse que vous avez faite, proposer, comment on appelle les supports et les résistances, tout ça là. Est-ce qu'on doit tenir compte des, comment on appelle ça, des volumes? Vous savez, la ligne qui est tout en bas là. Comment est-ce qu'on interprète justement les volumes en fonction de ces supports et de ces résistances? Voilà. C'est ma question. Non, monsieur Serge, ça c'est une très belle question. Il est en train de parler. Il est en train de parler de ça. Mais il n'y a pas que des volumes. Il n'y a pas que des volumes. Je pense que je ne vais pas vous surprendre. Il y a la MACD. Il y a Voilà. il y a la RSI. Il y a des tas d'autres Oui. indicateurs ici. Vous voyez? Oui. Pourquoi il disait ça, c'est juste une formation d'initiation qui va permettre de comprendre juste les bases, permettant quand même déjà de faire décoller la valeur comme on est en train de voir à présent. Si c'est peut-être parce que nous avons fait des séances de formation que les gens ont compris et finalement essaient de faire évoluer le pays, c'est bien. C'est l'objectif dans tous les cas. Mais non, ça ne suffit pas. Ce n'est que l'initiation. Comme vous avez vu l'intitulé de cette séance, ce n'est que l'initiation au trading. Ce n'est pas une formation complète. C'est pourquoi je disais, si vous voulez apprendre, parce qu'il y a tellement de trucs qu'on n'a pas dit là, ça, ce n'est que l'initiation. Pour en savoir maintenant davantage, venez, il y a 3 mois de formation pour ça. On va parler de tous ces éléments et puis vous serez forcément rentable. Vous quitterez des traders débutants en traders rentables forcément. Donc ça, ce n'est que l'initiation. Parce que s'il faut parler des volumes, bah, il faudra aussi parler de la MACD, il faudra parler de la RSI, il faudra parler d'autres indicateurs techniques, les bandes de Boulanger, il faudra parler des moyennes mobiles, et ainsi de suite. Il faudra parler même des figures chartistes. Donc, ce n'est pas forcément l'objet de cette séance. Donc, voilà. Monsieur Manteau, avec la certification obtenue à la fin, est-il possible d'être reconnu comme trader professionnel de manière à le faire valoir dans toute entreprise, à l'international par exemple? Le diplôme de certification que je donne, c'est un diplôme numérique. Vous pouvez l'imprimer comme un certificat de fin de formation que vous avez suivi dans une école, je ne sais pas, qui fait et puis certifier la formation de ses étudiants. Vous pouvez présenter, mais je vais toujours le dire, moi, c'est pas le papier qui compte. Parce que bien même, je vais un peu extrapoler, quand on est licence, doctorat, on est le professorat, ce n'est que du papier. Si vous allez dans ces entreprises, même avec un truc que vous avez obtenu n'importe où, vous déposez dans votre comme CV et tout, on va dire, OK, allez-y, prenez la machine, voilà un capital, on vous donne 10 000 par exemple. Donc, si vous sur le marché, vous avez un mois de test. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le papier qui compte. Tout le monde peut avoir le papier, même si on fait une formation, on connaît comment ça se passe. Le plus intéressant, ce sont les connaissances que vous allez acquérir pendant toute la séance de formation. Et si au final, l'objectif a été atteint, c'est-à-dire vous forcer à quitter les traders débutants en trader rentable. Et puis, sans papier même, vous irez dire que vous êtes capable de trader. On va vous mettre en test. Et surtout qu'il n'y a pas trop de traders. Franchement, vous serez rentable et vous allez convaincre. Dans le papier, c'est juste un petit truc qui n'a pas, pour moi, trop de valeur. C'est vos compétences qui comptent beaucoup plus. Voilà. On va arrêter là. Il n'y a plus de questions. Donc, merci à tous, franchement, d'avoir assisté. Je voudrais que ces 3 séances que nous avons passées ensemble, vous les partagez avec le maximum de personnes dans la communauté, que ce soit vos filles ou pas. Ne regardez pas, il est dans mon arbre, il n'est pas. Partagez même avec vos frères, vos sœurs, même vos enfants de 10 ans. Enseignez-leur le trading, faites-leur comprendre c'est quoi le trading, comment ça marche, c'est quoi la crypto. Parce que on est convaincu d'ici 15 ans,
tout pourrait transiter vers la crypto. Et votre enfant qui a appris à connaître c'est quoi la crypto à cet âge de 10 ans, 15 ans après, il aura environ 25 ans. C'est l'âge où, franchement, il entre dans la vie active. Et heureusement pour lui, ses parents lui ont légué un très bon héritage. Donc, permettez franchement à vos proches, à vous également, de vous arrimer de ce que c'est la crypto et particulièrement dans le cadre du LMC Schwab. N'hésitez pas de regarder encore et encore ces 3 séances que nous avons faites, puisque celle-ci est la dernière. Et essayons de faire décoller le prix du Limo Coin Shop avec le peu de connaissances que nous avons acquis, le temps d'approfondir la formation avec les différentes recherches que chacun poursuivra de son côté. Donc, je vous remercie franchement, les gars. C'est nous qui allons développer le marché du LMC Schwab. C'est pas un étranger. D'ici à là, on va se dire à la prochaine. À plus.